Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Au travers de cette présentation, nous allons tenter de vous présenter l'EIC et plus particulièrement les appels Pathfinder Challenges. Cette présentation sera donc dédiée au challenge Awareness Inside ou en français Conscience inclus. J'en profite pour vous présenter les différents membres du PCN Pathfinder. Donc je suis moi-même la coordinatrice Elsa Yurkizar et je suis accompagnée par mes deux collaborateurs Chiara Molinelli et Laurent Vol qui sont tous les deux dédiés à 40% sur ce PCN. En dessous, vous pouvez retrouver notre adresse email générique à laquelle vous pouvez nous joindre et ensuite notre lien pour notre page LinkedIn qu'on a en collaboration avec nos collègues du PCN Accélérateur. Au sommaire de cette présentation, on a donc deux grandes parties. Une première partie qui sera dédiée à l'architecture d'Horizon Europe et de l'EIC de manière plus générale pour en comprendre le contexte. Et une deuxième partie qui sera plus spécifique aux défis étudiés dans cette présentation et les enjeux qu'ils comportent. Avant tout, pour comprendre ce qu'est l'EIC et les appels Pathfinder Challenges, il faut avoir connaissance du programme cadre dans lequel il s'inscrit. Le programme cadre en question, c'est Horizon Europe. C'est un programme cadre tout récent. Il a commencé au 1er janvier 2021 et il prend la suite du programme cadre Horizon 2020. Donc peut-être que certains connaissent le programme cadre Horizon 2020. En tout cas, dans sa structure Horizon Europe, il ne change pas énormément, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours trois piliers avec des objectifs différents. Le premier pilier, donc dans ce programme cadre de 7 ans à 25 milliards d'euros de budget, on retrouve des appels blancs, c'est-à-dire non thématiques, où les chercheurs et chercheuses peuvent présenter les sujets qui leur plaisent. Le pilier 2, donc avec un budget de 53,5 milliards d'euros pour les 7 ans, va avoir là des appels thématiques, donc ciblés sur des clusters, donc des thématiques scientifiques bien précises, avec des appels où les objectifs sont déjà ciblés. Et le dernier pilier, donc le pilier qui est plus dédié à l'innovation et à faire de l'Europe un leader mondial en termes d'innovation, on retrouve dans ces catégories le Conseil européen de l'innovation qui est une nouveauté de ce programme cadre. Et pour l'entièreté de ce pilier, on a donc un budget de 13,6 milliards d'euros. On a également un pilier qu'on dit transversal ou quatrième pilier, ça dépend, qui est là avec des thématiques plus larges et plus transversales pour un budget total de 3,4 milliards d'euros. Donc au sein de ce Conseil européen de l'innovation, comme on va le voir, il y a différents types d'appels à projets et selon le niveau de TRL, et c'est au sein de ces différents appels à projets qu'on retrouve les Pathfinder Challenges. La première question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est pourquoi l'EIC a été créé et quels sont ses objectifs? La réponse la plus simple, c'est celle que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire faire de l'Europe un leader en termes d'innovation au niveau international. Les objectifs de l'EIC, c'est de financer des innovations radicales à haut risque, créatrices de nouveaux marchés, c'est-à-dire des innovations rupture avec état d'art, qui ont donc un haut niveau de risque, mais qui sous-tendent donc un haut potentiel technologique. Cet aspect risque, c'est quelque chose qui peut ralentir les investisseurs privés, et donc les moyens que met en œuvre l'EIC et qui mettent à disposition des innovateurs, c'est aussi pour pouvoir dérisquer ces technologies-là et attirer ces investisseurs privés. L'EIC couvre l'intégralité de la chaîne d'innovation au travers de ces différents appels à projets. Ça va donc de la TRL 1 au TRL 9. Et l'objectif là est aussi d'accompagner les différentes idées technologiques tout au long de cette chaîne et de combler le fossé qu'il y a entre le laboratoire et le marché. Ce fameux fossé, on l'appelle aussi la vallée de la mort, c'est entre le moment où il y a une validation au niveau laboratoire de la technologie et comment concrétiser ça à plus grande échelle pour une potentielle mise sur le marché à terme. L'EIC a aussi pour objectif d'accélérer la croissance de ces entreprises à haut potentiel et donc de soutenir de manière plus générale les meilleurs innovateurs de l'Union européenne. Maintenant, la question est de savoir comment est mis en œuvre l'EIC et comment il se concrétise. Donc tout d'abord, le budget pour l'EIC pour ces 7 ans, c'est 10,1 milliards d'euros et c'est sous-divisé en différents programmes de travail annuels. Et donc pour cette année de 2021 qui nous intéresse, on a un budget de 1,51 milliard d'euros pour tous les appels de l'EIC confondus. On a des appels qui sont bottom-up ou aussi dits blancs, c'est-à-dire pas thématiques, et des appels top-down qui sont donc là thématiques avec des objectifs précis. L'objectif donc de l'EIC est de détecter et de développer des innovations de rupture très technologiques, donc qui ont donc la particularité d'être risquées et d'être en rupture avec l'état de l'art.
Il y a un point d'honneur qui est mis sur la deep tech et sur des investissements à long terme, et on va plus particulièrement cibler des innovations qui ont des axes multidisciplinaires et multisectoriels. Là, vous voyez sous vos yeux donc la chaîne de l'innovation, donc de Technology Readiness Level. Pour ceux qui n'en ont pas connaissance ou qui ne se souviennent pas, on a mis un petit rappel à droite des définitions de chaque niveau de TRL. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que TRL1, c'est l'émergence de l'idée dans l'esprit du chercheur, et TRL9, c'est la mise sur le marché et la concrétisation d'une technologie. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les appels Pathfinder. Mais il faut savoir que, comme j'ai pu le dire précédemment, le IC couvre les différentes, toute l'échelle de l'innovation, donc de la TRL1 à TRL9. Et les Pathfinder, c'est des TRL plutôt bas, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur la recherche exploratoire, majoritairement, sauf contre-indication dans le challenge spécifique. Et ces challenges-là, donc, et ces appels Pathfinder vont avoir pour objectif d'arriver à un TRL 3-4, c'est-à-dire une preuve de concept ou une validation en laboratoire de la technologie. Les Pathfinder, il y a donc les Pathfinder Open, c'est-à-dire des bottom-up, comme on disait, des appels blancs, et les Pathfinder Challenges qui nous intéressent dans cette présentation, qui sont des appels top-down, c'est-à-dire thématiques. Cette année, donc dans le programme de travail annuel 2021, il y a 5 challenges différents sur des thématiques de recherche bien précises, et nous allons voir dans cette présentation plus en détail le défi concerné. On va regarder maintenant quelle est la distinction entre les Pathfinder actuels et ce qui était l'équivalent des anciens Pathfinder sous H2020, c'est-à-dire les FET. Les FET, c'était les Future Emerging Technology. Donc on a vraiment un nouveau design, comme on a pu en parler précédemment, qui se concrétise sous le IC pour avoir une cohérence en termes d'accompagnement et de financement de l'innovation. On a aussi un nouveau système d'évaluation qui est bien distinct entre Pathfinder ou aussi Transition, mais aussi entre Pathfinder Open et Pathfinder Challenges. Et ce système d'évaluation qui est distinct se matérialise aussi par la grande nouveauté qui est le management actif par portfolio. Alors, qu'est-ce que le management actif par portfolio ou par portefeuille de projet si on préfère? C'est qu'il y a maintenant au niveau de la Commission européenne des programmes managers et chaque programme manager est responsable d'un portefeuille de projet. Ces différents projets sous un même portefeuille ont un ou des objectifs en commun sur une thématique bien précise. Les Pathfinder Challenges en sont la preuve. Vous postulez sur un challenge bien précis, vous serez amené à travailler en synergie avec tous les autres projets qui seront acceptés sur cet objectif-là et sur ce challenge-là. Le programme manager, son rôle, c'est déjà de participer à l'évaluation des différentes propositions pour sélectionner son portefeuille. Donc, il a un rôle très important dans le système d'évaluation. Mais c'est aussi la personne qui va coordonner et qui va diriger les différentes actions des projets, qui peut réorienter et donner son avis sur les actions à entreprendre. Donc on a vraiment maintenant un management qui est très proactif. On n'est plus avec des projets individuels qui avancent chacun de leur coin. On va essayer de concrétiser une réelle synergie entre les différents projets financés sur un même objectif. On a également maintenant des possibilités de financement additionnel qu'on pourra avoir plus précisément par la suite. Et on a maintenant aussi, dans cette idée d'accompagnement de la technologie et de donner les moyens aux innovateurs, un service qui s'appelle les services d'accompagnement, qui est aussi appelé donc en anglais Business Accelerator Services. On va y revenir plus tard pour entrer un peu dans les détails de ce qui pourrait être proposé. Ce qui peut être intéressant à regarder plus en détail, c'est quel est le rôle plus précisément de ces différents programmes managers qui vont quand même jouer un rôle clé au niveau des futurs potentiels projets que vous allez avoir, mais également aussi dans la mise en œuvre de l'UIC de manière plus générale. Alors, chaque programme manager est en charge des différentes feuilles de route technologiques de son portfolio. C'est-à-dire qu'il peut être amené à dire dans quelle direction continuer, il peut également réorienter, suspendre ou même terminer un projet s'il ne s'avère plus du tout pertinent dans le cadre de son portefeuille. Il peut être aussi à l'initiative de demandes de changement dans le programme d'un des projets qu'il porte, ou encore demander l'accès à des services d'accompagnement ou à la préparation d'un dépôt d'un autre financement comme l'accélérateur ou tout autre financement qui lui semble pertinent.
Il peut arriver également que des projets Pathfinder Open, donc issus d'appels blancs, rejoignent le portfolio dans lequel vous êtes et dont il est en charge ou elle est en charge pour des actions comme des réunions, du partage de données ou toute autre action qui semble pertinente dans les objectifs du portfolio dont vous faites partie. La feuille de route d'un portfolio est amenée à évoluer avec le temps. Il peut impacter notamment les attendus des différents projets concernés. Les évolutions se font de manière collégiale entre le programme manager et les différents porteurs de projets, mais il faut bien avoir en tête qu'entre le démarrage d'un projet et la fin du projet en question, il peut y avoir de grandes différences et de grandes évolutions qui peuvent être apportées par ce fameux programme manager. Dans cette présentation, nous allons donc regarder plus en détail le challenge Awareness Inside, dont le programme manager est Walter van de Velde. On vous a également mis le numéro d'identification de référence de cet appel-là, que vous pourrez trouver sur le portail de la commission. Donc toutes les informations que vous pourrez lire sur ces slides et les deux qui suivent, ce sont des informations qu'on a tirées directement du challenge guide de Awareness Inside. Et on vous invite vivement, il est même très conseillé de lire ce challenge guide que vous retrouvez directement sur la page de la soumission de votre proposition et où sont regroupées toutes les informations importantes sur les objectifs, la composition, l'organisation du portefeuille composant le challenge Awareness Inside. C'est un document qui est rédigé directement par le programme manager et ce programme manager il fait partie des évaluateurs qui ont la décision finale sur la composition et donc les projets qui constitueront le portefeuille d'activité. Donc il est très important de le lire en détail et ne pas se contenter de lire simplement ces slides-là. Donc les questions qui doivent être posées sont tout d'abord qu'est-ce qu'on peut attendre d'un service ou d'un appareil qui est constitué d'une Awareness Inside, donc d'une conscience inclue. Et quel est le petit extra ou même l'extra que pourra apporter cette conscience à un système ? Alors bien sûr, les propositions, et on a mis un petit warning devant, on attend de ces propositions qu'elles développent une approche technologique qui va justement atteindre ce petit extra et qu'il soit mesurable et vérifiable. Et bien sûr que vous argumentez au fur et à mesure de votre proposition des bénéfices que cet extra et de cette innovation pourrait apporter. Le premier aspect important à traiter dans ce challenge-là, c'est celui qui concerne les aspects éthiques. En effet, c'est marqué noir sur blanc dans le challenge guide que tous les projets doivent prendre en compte ces aspects-là et doivent même présenter une approche spécifique dans la façon dont ils vont les traiter. Donc on vous a mis deux exemples d'aspects éthiques qui pourraient être pris en considération dans votre proposition, mais on vous invite vraiment à lire le challenge guide et notamment ce passage-là sur les aspects éthiques qui traite plus en profondeur les différents points à mettre en avant. Il faut savoir également qu'au sein du portefeuille de projet de Awareness Inside, il y aura des collaborations qui seront attendues sur les aspects éthiques. Donc c'est vraiment des points à mettre au cœur de votre proposition. Et les aspects éthiques devront être construits sur des publications, avis d'experts et propositions de régulation de l'intelligence artificielle les plus récents. Donc on vous a mis un exemple qui est notamment cité dans le challenge guide. Donc c'est un lien hypertexte que vous pouvez retrouver via le format PDF de la présentation, où sont regroupés le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Le deuxième point important à prendre en compte, c'est l'impact. C'est en effet un point qui est mis en avant dans le challenge guide, mais de toute manière, c'est aussi l'un des 3 grands critères d'évaluation. Donc il faut vraiment le garder en tête. Dans le cadre de ce challenge-là, ce qui vous est demandé, c'est de mettre en place des caractéristiques de conscience qui pourraient être applicables via différentes formes d'application, mais aussi différents systèmes, et qui mèneraient à un avantage, à une plus-value en termes de performance, en termes de robustesse, en termes d'expérience utilisateur ou tout autre indicateur qui peut s'avérer pertinent. Dans ces projets-là, au cours de vos projets, on ne vous demande pas qu'il y ait une exploitation concrète de ce nouveau système, de ces différentes caractéristiques de conscience, mais on peut vous demander, en termes de pertinence, qu'il y ait des activités de sensibilisation auprès d'utilisateurs potentiels ou des parties qui pourraient être intéressées, qu'elles soient privées ou publiques. Et de manière plus générale, c'est un point qui est mis en avant dans ce nouveau programme cadre Horizon Europe, mais qui est aussi mis en avant dans ce challenge guide spécifiquement, c'est qu'il y ait de la sensibilisation auprès de la société de manière plus générale. En effet, ces activités de sensibilisation permettraient de montrer une certaine
viabilité en termes sociétal de l'approche que vous proposez. Nous allons donc maintenant regarder comment se déroule le système d'évaluation pour cet appel-là. C'est un système d'évaluation qui est en 2 étapes. Vous allez donc constituer votre proposition et votre projet que vous allez soumettre sur le portail de la commission avant la deadline. Et à la suite de ça, cette proposition va être envoyée à des experts évaluateurs qui vont individuellement et à distance évaluer votre proposition selon des critères d'évaluation. Il y a 3 grands critères d'évaluation pour lesquels il faut obtenir une certaine note, un seuil, et dépasser ce seuil pour pouvoir être considéré en 2e étape. Si vous dépassez ce seuil sur chaque critère, vous serez donc considéré automatiquement en 2e étape et votre proposition sera amenée devant le comité d'évaluation. Alors le comité d'évaluation, il est composé à nouveau d'experts évaluateurs qui ne sont pas les mêmes que ceux de la première étape, mais et surtout du programme manager. À ce moment-là, donc sur la base des commentaires qu'il y a pu avoir lors de la première étape d'évaluation, mais aussi selon la complémentarité des projets qui vont être intégrés au sein du challenge et du portefeuille, votre projet peut être amené à être retenu ou non. Les délais qui ont été indiqués, mais qui sont à titre indicatif, c'est qu'entre le moment de la soumission de votre projet et le moment où vous recevrez les résultats, il y aura environ 5 mois. Et il devrait y avoir également un délai de 8 mois entre la soumission du projet et le démarrage du projet. Alors c'est vraiment des délais qui sont indicatifs et qui peuvent vraiment varier d'un projet à l'autre et des situations. Nous allons donc maintenant regarder les différents critères d'évaluation qui sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'excellence scientifique avec le coefficient le plus important de 60%, l'impact avec un coefficient à 20% et puis la mise en œuvre, implementation en anglais, avec également un coefficient à 20%. Donc pour être considéré en 2e étape, comme j'ai pu le dire précédemment, il faut au moins atteindre le seuil indiqué pour chaque critère sur cette diapositive. Donc 4 sur 5 pour l'excellence, 3,5 sur 5 pour l'impact et 3 sur 5 pour la mise en œuvre. Pour chaque critère, il y a des sous-critères qui vous permettent de comprendre et de rapidement identifier ce qui est attendu de vous. Pour l'excellence scientifique, il y a d'abord la pertinence du projet pour ce défi. Donc s'assurer que vous répondiez bien au défi, mais aussi que vous ayez bien considéré le fait que vous ferez partie d'un tout, d'un portefeuille de projets. Il faut que ce soit clair à la lecture de vos propositions. L'originalité, effectivement, ce sont des projets qui sont en rupture avec l'état de l'art, donc il faut également que ce soit quelque chose qui puisse être vite compris et expliqué et argumenté au sein de votre proposition. Et la faisabilité de votre méthodologie, donc ce sont des projets qui sont en rupture avec l'état de l'art, donc à haut risque. Mais il faut bien montrer que ce risque a été géré et qu'il est bien considéré. Et il faut également qu'il y ait une cohérence entre les objectifs que vous fixez, la temporalité et donc la méthodologie que vous proposez. Il y a ensuite l'impact potentiel. Donc quand on parle d'impact à court terme, à long terme, dans votre domaine scientifique, mais surtout l'impact sociétal et économique. C'est quelque chose qui est important pour la Commission européenne. Il faut que cet impact soit bien argumenté, soit quantifiable et donc soit crédible aux yeux des évaluateurs. Il y a également le potentiel en termes d'innovation. Alors quand on parle de potentiel en termes d'innovation, la question c'est est-ce que les mesures que vous proposez quant à la protection des potentiels résultats est adéquate? Parce que l'objectif à terme, c'est de transformer ces résultats en une innovation. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit bien décrit et considéré. Il y a également la communication et la dissémination. Donc ça, ce sont des points qui sont également au cœur d'Horizon Europe. Donc c'est une communication et une dissémination auprès de vos pairs, au sein de votre communauté scientifique ou différentes communautés scientifiques, mais aussi auprès du grand public et auprès de potentiels investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien mettre au cœur de votre stratégie et de votre méthodologie de projet. La mise en œuvre, on a d'abord la qualité de l'équipe. Alors quand on parle de qualité de l'équipe, on parle également des individus qui sont amenés à travailler sur le projet, leur expertise, quel rôle ils ont et quelle est leur importance, mais aussi la qualité du consortium. Quand il y a effectivement un consortium, il faut que chaque partenaire ait un rôle précis et que cela soit bien expliqué au sein de votre programme de travail. Donc il y a également, en deuxième point, le plan de travail, le programme de travail, les livrables que vous proposez, mais aussi les échelons. Il faut que ce soit bien construit et bien compréhensible, et donc ça montre aussi la pertinence de votre projet et le management géré et raisonné de votre projet. Et puis finalement, il y a l'allocation des ressources, donc une cohérence entre vos objectifs, la temporalité, les ressources que vous demandez en termes budgétaires et la description de ce budget.
c'est quelque chose qui va être aussi étudié et analysé attentivement. Donc ces 3 critères, on les retrouve en fait de la section 1 à 3 de votre partie B, qui a un maximum de 25 pages et qui est en fait le cœur même de votre proposition. Une des premières choses à faire avant de candidater à n'importe quel appel à projet, c'est de regarder les conditions d'éligibilité. Alors on vous a mis pour rappel la deadline, c'est le 27 octobre 2021 à 17 h, et on va maintenant regarder plus en détail les conditions d'éligibilité et donc sous quelle forme vous pouvez proposer votre projet. Tout d'abord, la seule forme acceptée pour ce challenge précisément, c'est des consortiums d'au moins 3 entités légales différentes. Ces 3 entités légales, ça peut être université, organismes de recherche, start-up, PME, personnes physiques, grands groupes, etc. Il faut bien sûr, comme j'ai pu le dire précédemment, qu'il y ait une cohérence entre votre méthodologie, vos objectifs et bien sûr la composition et le rôle de chacun des membres du consortium. Il faut qu'il y ait au moins 3 entités légales de 3 pays différents dans ce consortium, et parmi ces 3 pays différents, il faut au moins qu'il y ait un État membre. Donc la France, par exemple, peut être considérée comme l'État membre du consortium si besoin. Combien? Alors, en termes de budget, il n'y a pas vraiment de montant qui est précisé, mais on va dire que c'est à peu près 4 millions. C'est-à-dire que c'est une somme indicative. Vous pouvez demander plus, mais il faut bien sûr qu'il y ait une justification qui soit liée, par exemple, à votre domaine scientifique ou aux ambitions de votre projet. Pour combien de temps? Alors on a mis une fourchette assez large, effectivement, mais parce qu'il n'y a pas de durée fixe. Ça dépend également des objectifs que vous avez, de la méthodologie que vous présentez, et donc la cohérence entre cette temporalité, les objectifs que vous cherchez à atteindre, et la durée que vous présentez. Donc on peut dire en moyenne entre 36 mois et 60 mois. Quels sont les petits plus de l'EIC Pathfinder Challenge? Il y a la possibilité d'obtenir des financements additionnels, jusqu'à 50 000 €. Donc, comme vous pouvez voir, c'est marqué pour entreprendre des activités complémentaires. Ces activités complémentaires, c'est souvent pour explorer les différents chemins vers une potentielle commercialisation. Donc, ça peut être par exemple des études de marché, une validation, une vérification du potentiel d'innovation, l'identification des processus de commercialisation, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir accès au Business Accelerator Services. Donc ça, on va en parler juste après pour préciser ce que c'est. Et puis finalement, quand vous avez eu un Pathfinder Challenge, vous êtes éligible à l'EIC Accelerator via le Fast Track. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par la case EIC Transition. Et vous avez une sorte de raccourci qui peut potentiellement vous permettre d'accéder directement à l'EIC Accelerator. On va maintenant regarder plus en détail ce que sont ces services d'accélération de business, ou en anglais Business Accelerator Services. Donc ces services-là, ils ont bien sûr pour but de vous permettre d'avancer la maturation de votre technologie, et ils sont aussi une nouveauté d'Horizon Europe, et vous allez pouvoir en bénéficier en tant que lauréat Pathfinder Challenge. Il se décompose en 3 grands axes. Un premier axe qui vous donne accès à du coaching, à des expertises et à des formations personnalisées selon vos besoins. Ça vous donne également accès à un réseau de partenaires internationaux pour de futures potentielles collaborations. Et puis, c'est également une porte d'entrée dans l'écosystème européen de l'innovation. Au-delà de simplement fournir des services, ces services-là d'accélération de business, ils vont aussi se composer par les utilisateurs et par les interactions qu'ils vont générer. Et pour finir, on vous a mis quelques liens qui nous semblent très utiles au-delà de la lecture du simple Get Challenge. Il y a donc tout d'abord 2 webinaires qui sont très pertinents. Le webinaire qui a été fait par le ministère au niveau national pour le lancement de l'EIC et le webinaire qui a été fait cette fois-ci par la Commission européenne qui peuvent être très intéressants à visionner avant de soumettre votre proposition. Il y a également un lien pour le PDF du Work Programme de l'EIC de 2021, ou aussi en français Programme de travail. Vous retrouverez toutes les informations sur les Pathfinder Challenges, mais surtout sur l'EIC de manière générale, comment il s'articule, quels sont les objectifs, et ça peut être un bon moyen d'avoir une compréhension plus globale sur comment articuler votre projet pour vous intégrer dans cette vision-là. Et puis finalement, on vous a mis le lien du portail de la Commission européenne où vous ferez toutes vos démarches pour soumettre votre proposition et uploader tous les documents qui sont demandés. On arrive à la fin de cette présentation. On espère vraiment que ça vous a plu et que ça a pu être utile. On vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, on va également organiser un webinaire qui sera plus global sur les différents Pathfinder Challenges. Donc pour suivre l'actualité du PCN, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du ministère dédié à Horizon Europe. Et en attendant également, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui vous a plu ou ce qui vous a manqué dans ces présentations. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée.